Bonjour à tous, chaque mardi à 17 h, vous avez rendez-vous avec tous les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux dans notre vie quotidienne. Un Connect qui va s'intéresser aujourd'hui, cette semaine, à un géant du secteur, un géant chinois, en l'occurrence Huawei. Bonjour Vincent Van Tilk. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur marketing France de Huawei. Vous allez nous présenter cette entreprise. J'invite bien sûr tous ceux qui regardent cette émission à nous poser en direct toutes leurs questions. C'est le concept et il y a un chat sur le côté de votre écran prévu à cet effet. Alors Vincent, un mot sur Huawei. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise maintenant? Moi, ça fait à peu près, ça va faire à peu près un an en tant que directeur marketing, même si avant je suis entré dans le cadre d'une mission de conseil, puisque j'étais expert en marketing et vous digital. étiez quel parcours en fait auparavant? J'ai un parcours sales et marketing, et je dirais les 10-15 dernières années, j'étais directeur marketing chez Sony, chez Canon, et puis j'ai monté mon activité de conseiller en marketing digital. Et comment est-ce que tout d'un coup on se dit, tiens, je vais aller pousser la porte d'un géant, certes, mais chinois assez peu connu finalement, des eaux européennes à l'époque? C'est des chemins qui se croisent souvent, c'est des histoires, souvent des histoires d'hommes. C'est une rencontre avec le vice-président de la division, Denis Morel, qui savait mon activité sur le marketing digital. Et il y a un an et demi, Huawei Technologies France et sa division consumer s'interrogeaient vraiment à bâtir une stratégie marketing. Et comme l'un des axes majeurs de la communication est le digital, on a discuté, c'est comme ça que ça a démarré. C'est un groupe qui comprend combien de personnes, qui fait travailler combien de personnes en France? En France, c'est un groupe qui représente un peu plus de 650 personnes, donc c'est quand même une et grosse vite, PME, qui grossit vite avec des ambitions, qui grossit sur différents domaines. Huawei, on a trois activités. Il y a celle que probablement beaucoup de monde connaît, qui est l'activité d'équipementier. Oui, ça c'est le Alcatel chinois, hein, si on veut faire simple, ou le Nokia maintenant, on pourrait dire. Je pense qu'on a nos propres identités et je pense qu'on a posé aussi nos jalons. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'équipementier télécom, c'est à peu près une référence. Votre devoir de vulgarisation. Donc, on est effectivement équipementier, on a une entreprise qui a une trentaine d'années. Et c'est comme ça que vous êtes né en fait, hein, le succès, absolument. Et notamment grâce à l'équipement télécom des campagnes chinoises, hein, qui était c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Et puis c'est une boîte qui a grossi très vite et qui a une vision, qui est celle de l'innovation, la R&D. Aujourd'hui, on est 150 000 personnes et 75 000 travaillent en R&D. Donc c'est une boîte qui fourmille d'idées en permanence et qui est capable de proposer des produits incroyables. On va en voir quelques-unes ce soir, mais auparavant les deux autres métiers, donc on a vu équipementier, ça c'est le métier historique. C'est le métier historique et puis un métier moins connu qui est notre activité entreprise mais qui se développe très très vite. On fait des serveurs de visioconférence pour les entreprises, on fait des routeurs pour les entreprises, donc c'est une activité qui va vraiment se développer très très vite. Et puis celle que je représente moi aujourd'hui, qui est l'activité dite grand public ou consumer en interne, qui propose des produits comme les objets connectés, les smartphones, des objets connectants, un routeur Wi-Fi par exemple. Donc voilà. Bon, une dernière question sur l'entreprise et après on va parler produits. Une question de Thomas, joli prénom. Quelle part de marché visez-vous en France en 2015, demande-t-il? On pèse aujourd'hui, on est numéro 3 dans le monde. En Q4, donc le dernier trimestre 2014, on avait un peu plus de 6% de part de marché dans le monde. On aimerait bien, nous, en France, s'approcher de ces chiffres, peut-être pas les 6, mais s'approcher de ces chiffres en fin d'année dernière. Si on pèse 5% à la fin de l'année, ça sera une belle performance. Mais notre objectif est de doubler chaque année et ça sera aussi le cas l'année prochaine. D'accord. Donc voilà pour les présentations. Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Un nouveau téléphone hein, qui sort très bientôt, fin mai, le P8. C'est bien ça son nom? Oui, c'est le Huawei P8. En fait, c'est notre nouveau smartphone. On appelle ça porte-drapeau chez nous, et en fait qui est très emblématique de tout ce qu'on fait en termes de technologie. C'est un produit
ultra épuré en termes de design. Alors on va le montrer là, tout métal. Bien, voilà. Voilà, on me fait des signes comme quoi il faut que je le montre, donc je le montre. c'est du direct, donc c'est un produit tout métal, avec effectivement un travail sur les finitions qui est remarquable. On a un effet de ciseaux qui rend le produit encore plus fin. On est sur un produit un écran de 5,2 pouces en Full HD, mais surtout je pense que le produit, ce qui est vraiment intéressant sur ce produit, c'est toutes les fonctionnalités qu'on y a intégrées. En fait, il ressemble beaucoup à un smartphone, j'ai envie de vous dire, comme on en voit beaucoup maintenant. Qu'est-ce qui le différencie de ses petits camarades? On a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps, effectivement, notamment avec l'un des patrons du design chez nous. Effectivement, aujourd'hui, la difficulté, c'est quand vous êtes à 3-4 mètres de différencier un smartphone d'un autre. Mais dans la prise en main, d'avoir un produit Huawei, un smartphone Huawei aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. On sent qu'on a vraiment un bel objet, on sent qu'on a un produit métal, ergonomique. Encore une fois, les effets de ciseaux que vous avez sur les bords, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'avoir une meilleure prise en main. Un peu plus marqué que d'autres. C'est des arêtes marquées notamment qui sont étudiées justement pour une meilleure prise en main. Ce n'est pas un produit qui glisse. Vous avez aussi la finition métal derrière avec de légères aspérités qui est faite aussi pour l'ergonomie. Donc ça, c'est l'un des gros travaux. Le design, c'est l'un des 3 piliers de ce qui anime la division consumer aujourd'hui dans la conception de ces produits, design, technologie, et puis à offrir ces produits pour le plus grand nombre. Et en termes de fonctionnalité, alors, qu'est-ce qu'il a de différent? En termes de fonctionnalité, le plus, je dirais, ce produit il se situe à 2 niveaux. Le premier point très fort de ce produit-là, on ne le verra pas là, mais on le verra peut-être avec la vidéo. Oui, vous nous avez apporté une petite vidéo, on va la voir en même temps, on continue à expliquer. Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? C'est un produit qui intègre des fonctionnalités photo extrêmement abouties. On a pour la première fois sur un capteur de 13 mégas, je suis un peu technique, mais un capteur 4 couleurs qui va permettre effectivement de prendre des photos dans des environnements basse lumière et avec un rendu exceptionnel. Et c'est là-dessus que se joue la bataille. On avait HTC la semaine dernière qui était à votre place. Pareil, il insistait beaucoup sur cette notion d'image, de vidéo, de photo. Elle se joue sur les usages. On fait des produits pour les consommateurs et aujourd'hui les consommateurs, c'est très clair, sont extrêmement passionnés par la photo. Et on voit qu'il y a un glissement entre le marché de la photo et de l'appareil photo numérique qui s'écroule. C'est un marché qui a vraiment fortement diminué et qui a été remplacé par des smartphones milieu haut de gamme qui intègrent, eux, des fonctionnalités extrêmement riches. C'est un produit qui peut, par certains aspects, ressembler à un appareil réflexe en photo. C'est-à-dire on est capable de capturer sur des longues pauses des images, et donc c'est ce qui va nous permettre d'être extrêmement créatifs, notamment de faire du light painting qui revient très à la mode et qu'on va bien sûr mettre en avant. C'est quoi le light painting pour ceux qui ne connaissent pas? Le light painting, c'est cette façon que vous avez de pouvoir dessiner à l'intérieur d'une image avec des petites LED lumineux votre image. Et ça, c'est autorisé parce que vous allez prendre une pause très longue dans la capture de l'image. C'est ce qu'on voyait avec les flammes. Hein, c'est exactement ce qu'on voyait avec les flammes. Bon, ça tombe bien parce que la start-up de la semaine aussi explore, revisite le sujet de la photo. On en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure dans les cours de l'émission. Autre innovation, c'est un bracelet. Oui, alors c'est un bracelet qui donne l'heure, m'a-t-on fait remarquer, et c'est vrai que c'est pas idiot. On va voir une petite vidéo aussi que vous avez apportée. Ouais. Un bracelet qui donne l'heure, c'est pas une montre, hein, pourtant. C'est pas une montre, c'est un bracelet connecté. On a lancé l'année dernière l'Autobank B1, donc c'est un produit de 2e génération. Ce produit a une fonctionnalité double. C'est un produit qui se transforme en oreillette Bluetooth, c'est-à-dire quand vous recevez vos appels, je vous le montrerai, peut-être la vidéo le montre un petit peu, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous le décrochez Pour le décrocher, c'est extrêmement simple. Vous recevez votre appel, vous avez une notification et vous mettez cette oreillette. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Ce qu'on a fait par rapport à la première version, c'est qu'on a vraiment travaillé sur le microphone, sur la réduction de bruit pour améliorer la communication, ce qui est le plus important. Ça reste assez épais comme modèle. C'est volontaire. C'est pas
D'abord, il faut intégrer un boîtier qui est aussi un capteur, puisqu'on va pouvoir, au-delà de téléphoner, d'avoir l'heure, pouvoir traquer un certain nombre d'activités du quotidien, que ce soit le sommeil, traquer le sommeil long, sommeil profond, sommeil léger. On va pouvoir traquer tous les aspects fitness, donc il faut quand même en mettre un petit peu. Mais c'est un produit très soigné, puis pour le coup, un petit cocorico, c'est un produit made in France puisqu'il a été designé dans le laboratoire de design qui est rue Saint-Dominique, qui a été inauguré il y a une dizaine de jours. C'est plutôt design en France, made in China. Il est quand même fabriqué en Chine, j'imagine. C'est un design en France fait à partir de métaux, de métaux extrêmement légers, d'aluminium qu'on retrouve dans des produits d'aéronautique. Donc c'est un vrai beau produit. Combien ça coûte? Ça coûte moins de 200 €. Il y a différentes versions, mais... et il sortira bientôt, il n'est pas sorti non plus. Hein. Non, c'est un produit qui va arriver dans les semaines qui viennent. On n'a pas dit le prix du téléphone d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, c'est un produit qui existe en deux versions. Une version avec beaucoup plus de mémoire, 64 Go, qui sera à 600 € et qui sera dans une version Gold. J'allais dire la version... première, comme celle-ci, qui est en blanc et qui sera avec un peu moins de mémoire, 16 Go, et qui sera à 500 €. Donc on est vraiment dans notre sur le marché premium. Hein, oui, on est dans une stratégie de premiumisation, ça c'est évident. L'année dernière, notre chiffre d'affaires, 20% de notre chiffre d'affaires était fait par ce type de produit. Notre objectif, c'est que 30% du chiffre d'affaires en 2015 soit réalisé par ce type de produit. Bon, je vous invite à poser toutes vos questions pendant cette émission en direct. On est avec le représentant de Huawei en France pour la partie marketing grand public. Une question sur la différence donc, entre bracelet et montre, parce qu'il y a une montre qui va arriver aussi bientôt. Oui, alors cette montre, je ne l'ai pas là malheureusement. Comme je vous disais, elle est en train d'arriver, puisqu'on va pouvoir la montrer dès la semaine prochaine rue Beaubourg, au sein de la Galerie Kogan qu'on va réhabiller pendant une dizaine de jours. En fait, on a lancé au Mobile World Congress 3 produits, ce bracelet connecté. J'en profite pour monter ce petit produit qui est à la fois une oreillette Bluetooth et un lecteur MP3 qui fait 18 grammes, qui est extrêmement pratique puisque on va pouvoir écouter de la musique bien sûr en courant, très léger. Et ça, c'est pas non plus disponible encore, hein. Ça arrive bientôt aussi. Pas encore disponible. Et on a lancé aussi... Ça fait un peu stéthoscope là, comme ça. Écoutez, pour ceux qui aiment, ça peut servir aussi de collier. Et la musique La musique, elle est embarquée. Vous avez un lecteur de 4 Sur son Go téléphone. Sur son téléphone ou à l'intérieur. Directement. Donc ça, je ne suis pas obligé d'avoir mon smartphone quand je vais faire mon jogging. Non, vous allez bien sûr pouvoir vous connecter quand vous revenez et voir combien de pas vous avez fait, combien de calories vous avez brûlé. Mais si vous voulez, avec 4 Go là-dedans, vous avez à peu près 1000 titres. Oui, je peux courir longtemps. Vous pouvez courir normalement un petit marathon, ça devrait pouvoir le faire. Si on court vite. Bon, donc on a lancé une watch, notre première montre connectée. On pourra en reparler plus longuement à une autre occasion, mais c'est vraiment une montre qui a été pensée dans les codes de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on a d'abord pensé à faire une montre, et elle est très très belle. Elle est dans des matériaux très nobles, dans des aciers trempés à froid. On est sur des écrans anti-rayures et dans un design intemporel d'une montre. Et puis c'est aussi une montre intelligente qui intègre sous Android Wear tout un tas de fonctionnalités, et notamment en termes de design, une quarantaine de cadrans qui va vous permettre de personnaliser votre montre à dessein. Et elle sera connectée sur son smartphone et permettra de suivre de façon plus fonctionnelle en fait sa vie. Oui, parce que ça c'est connectée. Vous soulignez ça, c'est aussi un point important pour Huawei, c'est-à-dire que la stratégie de Huawei, à intégrer, à rentrer dans le segment des produits connectés, c'est toujours de les rendre interopérables avec les smartphones. Et l'idée, c'est de pouvoir piloter ces objets connectés avec son smartphone. Ça, c'est une idée que beaucoup de groupes ont. C'est-à-dire la tour de contrôle, c'est le smartphone. Et après, on développe des outils, des gadgets, des ustensiles, des compléments comme ceux que vous nous avez présentés. Il y en a d'autres, en fait, dans les cartons. J'imagine que vos ingénieurs, vos 75 000 ingénieurs travaillent à la suite. J'imagine que ça travaille pas mal, mais comme vous l'avez souligné, on n'a pas encore lancé les produits que je viens de vous montrer, et la Huawei Watch n'est pas encore annoncé dans son timing de lancement, donc on a déjà beaucoup de choses à mettre sur le marché avant de penser à la suite. Mais la stratégie globalement, ou la vision de Huawei en termes de vie connectée, quelle est-elle? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'innovations qui sortent, des innovations qui sont peut-être plus ou moins révolutionnaires, mais voilà, est-ce que l'idée c'est vraiment qu'on change nos vies autour de cette connexion? Oui, je crois que vous le dites bien. On a un slogan qui est « Make it possible ». Et
comme souvent, les slogans ne sont pas forcément toujours compris comme des vraies stratégies de marque, mais là, c'est une vraie stratégie de marque, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de rendre possible les rêves des consommateurs au travers de l'utilisation de nos produits. Et concrètement, c'est-à-dire d'améliorer leur quotidien. Et quand on pense un produit, on le pense dans cet esprit, make it possible. Ces usages-là, c'est des usages différenciants. Vous avez été étonné par le fait qu'on puisse intégrer un petit lecteur MP3 de 4 Go. C'est des façons de penser différentes qui vont nous permettre vraiment d'améliorer les expériences, soit dans le sport, soit dans l'utilisation de smartphones, soit dans la photo. C'est ça notre vision. Et vous avez un avantage aussi par rapport aux petits camarades, c'est justement de maîtriser ces couches basses avec ces serveurs ou ces équipements derrière. Oui. En quoi est-ce que ça apporte une différenciation ou une plus-value pour vos clients? Ouais, si je devais vous donner un exemple, d'abord maîtriser end-to-end, pardon peut-être pour cet anglicisme. De bout à bout. De bout à bout, voilà, pardon. De bout en bout, le secteur des télécoms, ça nous donne une force supplémentaire. Lorsqu'on va intégrer, par exemple, des antennes dans nos téléphones, on sait avec quoi elles vont communiquer. Et ça nous permet vraiment de nous mettre en position de construire, de bâtir, de concevoir technologiquement les produits les mieux aboutis. Un mot sur votre job au quotidien. Vous êtes responsable des stratégies digitales pour la France. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous essayez justement de faire mieux connaître cette marque, mieux apprécier? Bon, je suis responsable du marketing, donc le digital, comme vous le soulignez, c'est un des piliers importants pour Huawei, d'abord parce que c'est aussi une façon très pragmatique d'aborder le consommateur, de pouvoir mesurer ses actions, mais aussi d'interagir avec lui. Donc ça, c'est un des piliers clés. Notre façon aujourd'hui d'aborder le marché en France, elle est pragmatique. En 2014, on a construit les bases de notre présence sur le marché. On avait 600 points de vente, on en a avoir 3500 aujourd'hui. On a travaillé à la mise en avant beaucoup plus qualitative de nos produits en magasin. Ce P8 sera présent sur l'ensemble de la distribution, tous les opérateurs et tous les gros acteurs du retail. Donc la première chose, c'est d'être présent dans le point de vente. Et maintenant que, j'allais dire, c'est fait ou presque fait grâce au P8, notre travail, c'est de mettre en place des campagnes de communication vraiment axées sur le digital. Il ne vous aura quand même pas échappé qu'on a signé un partenariat avec le Paris Saint-Germain oui. L'année dernière. C'est aussi ici c'est Paris. Ici c'est Paris. On fait certaines actions PR avec eux. Donc travailler sur le point de vente, travailler à activer notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, qui est une très très belle équipe et une très belle marque, et travailler à développer des campagnes digitales interactives, mesurables, c'est notre quotidien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet acteur Huawei qui se développe fortement dans notre vie connectée. Vous restez avec nous, on va accueillir un autre acteur qui connecte aussi nos vies. Voilà, la start-up de la semaine, David Zhang, bonjour. Vous êtes directeur technique chez Print, ça s'écrit avec un Y. Ça s'écrit avec un Y. Et comme son nom l'indique, vous imprimez parce que vous avez amené, non pas votre bon vieux Pola, comme diraient les visiteurs, mais quelque chose qui s'en rapproche. Comment c'est né cette idée? Parce que vous étiez pas né, vous, à l'époque des Polas? Non, et c'est pas faute d'en avoir beaucoup chez moi, avec mon cofondateur. Bah oui, en fait, on est parti juste du constat qu'on aime les Polaroids de façon générale. C'est le côté instantané, on appuie et hop, on a la photo qui sort. On peut partager, alors que finalement, quand on prend les photos sur son smartphone, on les regarde moins. Mais en fait, ce qui est génial avec le Polaroid, contrairement on va dire à plein d'imprimantes, c'est pas juste quelque chose qui va nous permettre d'imprimer des photos sur le moment, c'est un moment qui se crée autour du produit. Enfin, moi, chaque fois que je le sors avec mes amis, tout le monde est un peu excité, tout le monde fait sur la photo, il y a une photo qui sort, je peux la donner. Il y a un effet rareté qu'on n'a pas finalement avec le numérique. Et d'ailleurs, à tel point que Polaroid a ressorti ces bons vieux appareils version numérique. Exactement, Et nous, on s'est dit que c'était dommage, c'est aujourd'hui, on est un peu la génération Y, on a des milliers et des milliers de photos sur Facebook, Instagram, Twitter, enfin peu importe. Mais au bout de 5 minutes, ces photos, elles disparaissent, elles ne sont plus sur notre timeline ou autre. Parfois vaut mieux. Oui, parfois vaut mieux. Mais parfois, on trouve ça vraiment, vraiment sympa de garder ce moment.
de façon plus précieuse. Présentez-nous votre objet, parce qu'en fait, l'idée intéressante et révolutionnaire, finalement, c'est de permettre à n'importe quel smartphone de se transformer en bon vieux Polar. Exactement. Donc le but, c'est que on va voir notre smartphone. Donc ici, un petit iPhone 6. Montrez-le bien face à votre visage, qu'on puisse cadrer dessus et zoomer. Donc on rentre un smartphone. Exactement. Alors c'est pas un Huawei là, mais on va plugger le smartphone. Quand on va plugger le smartphone, en fait, on a un connecteur physique. Donc là, c'est le connecteur Lightning pour l'iPhone. Tout va s'allumer automatiquement, l'application va se lancer automatiquement. Tournez-le dans le sens qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a l'écran du smartphone. Et avec ce boîtier qu'on imbrique, on appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton et là, la photo sort. Kodak, une petite photo qui sort. Donc c'est un appareil de démo, hein, c'est pour ça que c'est déjà sorti. Donc là, on a des photos en couleur sur une jeune femme. Du papier qualité photo comme ça. Donc c'est même des stickers. Ah, parce que ça peut se coller. Exactement, oui. Donc le but, c'est justement d'avoir un format hyper facile à transporter et à partager. Moi, ces photos-là, je les ai toujours dans mon portefeuille. J'ai des amis qui les ont aussi sur leur portefeuille, sur leur frigo ou ah oui, vous réinventez les magnètes aussi en même temps. Exactement, oui. Plusieurs vintage d'un coup, là. C'est très nostalgique tout ça. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Bon, ben voilà, vous revisitez ça. Un mot donc sur votre start-up, vous êtes combien? Alors, on a commencé il y a à peu près 1 an et demi avec mon cofondateur, à 2, et notre Robin, notre designer industriel, nous a rejoint assez tôt. Et aujourd'hui, on est une quinzaine. Une quinzaine. Répartis entre San Francisco, pour la partie plus marketing et business, et la partie produit qui est restée en France. Il y a des initiatives un peu similaires ailleurs sur la planète, hein? Alors, ce qu'on va retrouver, ça va être soit les bons vieux Polaroid, mais aujourd'hui, c'est plutôt des Fujifilm qui sont sortis, parce que Polaroid est un peu mort. Et sinon, il y a des petites imprimantes portables qui utilisent d'ailleurs la même technologie que nous, qui existent et qui marchent en Bluetooth ou en NFC. Mais pareil, donc voilà, c'est une expérience imprimante. C'est pas connecté au smartphone. Exactement. C'est deux produits différents qui sont déconnectés l'un de l'autre. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette start-up que David nous présente? Je trouve qu'effectivement c'est intéressant. Ça m'interroge aussi sur la façon dont on utilise la photo. J'avais tendance à penser qu'on était beaucoup plus dans une logique d'uploader de façon instantanée, et je m'interrogeais justement sur ce marché de l'impression pour les photos. Vous avez fait des études là-dessus qui vous encouragent vraiment là-dessus? Complètement. Alors en fait c'est marrant, nous quand on parle à nos consommateurs, on a vraiment 2 types de consommateurs complètement différents. Donc il y a les plus anciens, on va dire, qui eux repensent au Polaroid et ils sont assez nostalgiques de ce produit-là. Et quand on parle à des plus jeunes, enfin même plus jeunes que moi, parce que finalement je connais quand même Polaroid, c'est fou, mais ils ne savent pas qu'on peut faire ça instantanément. Ils ne savent pas. Et quand ils voient ça, c'est exactement. Et ils trouvent ça juste extraordinaire. Enfin, ils ont des réactions folles. Mais malgré tout, est-ce que l'idée de sélectionner sa photo, c'est un des avantages numériques, on peut en prendre 15 et puis se dire tiens celle-là c'est la meilleure, j'ai pas les yeux fermés et je l'imprime. Est-ce que là, on va revoir un peu le côté aussi spontané de la photo et peut-être des photos ratées? Oui, complètement. Ouais. C'est le principe. Il faut des photos ratées. Il faut des photos ratées, oui. On peut en prendre combien avec votre appareil? C'est des recharges de combien? C'est des recharges de 10 photos, mais donc c'est comme une imprimante. Il ne faut pas trop se rater quand même. Feuille par feuille, et après la batterie peut tenir jusqu'à 20 photos. D'accord. Combien ça coûte? Ça coûte, alors on a fait une campagne Kickstarter, on les a prévendus à 99 $. D'accord. Et en retail, on va les vendre à 150 $. D'accord. Mais la grosse différence, c'est sur le papier. C'est-à-dire que le papier aujourd'hui, Fujifilm Polaroid, coûte à peu près 1 € la feuille sur ce même format. Et nous, on est à 50 centimes la feuille. Mais bon, on recharge, après on n'achète pas à chaque fois un appareil, c'est pas jetable. Non, bien sûr, oui. On recharge. On recharge avec des feuilles. Via l'application, en 2 clics, on envoie les photos chez vous. Kickstarter, vous avez levé combien? On a levé 1,5 million, entre 1,5 million et 1,6 million. Ouais, donc ça marche, le crowdfunding. Aujourd'hui, on est la première campagne crowdfunded en France. Ouais. Donc, avec un pied maintenant à San Francisco. Tout de suite, vous vous êtes dit, il faut qu'on voit grand et mondial. Oui, alors déjà, en partant sur Kickstarter, on a plus ou moins fait le choix de s'attaquer au marché américain. On a à peu près 50% de nos backers qui sont américains. Et oui, c'est bête, mais bon, le marché est plus grand là-bas. Ouais, bien sûr. Et ils sont plus friands de... Nous, on a trouvé, quand on parlait aux gens, de ce genre de nouvelles technologies. Ils sont plus gadgets peut-être? Exactement, oui. Ou plus avancés, ou plus nostalgiques, quelles que soient les qualités qu'on peut prêter à votre produit. Le marché chinois, c'est peut-être l'occasion, là, Vincent? Alors, oui, c'est un marché qui est vraiment intéressant, on y pense. Après, on ne va pas non plus aller plus vite que la musique, on reste une start-up, on n'est pas tant que ça. On va essayer de bien faire les choses sur un premier marché. Parce que aussi, il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé sur le produit qui est très important. C'est qu'il y a une petite feature en plus qu'on a mis
imprimer une photo, on trouvait ça extraordinaire, mais on a voulu aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous faites? C'est qu'en fait, au moment où on prend une photo avec notre application, on s'amuse à enregistrer automatiquement une petite vidéo de 5-6 secondes, un peu le making-of de la photo, où les gens se recoiffent, etc. Ils ne le savent pas, ça, quand les films un peu avant. Bah, au final, ils vont s'en apercevoir. Le but, c'est pas de le faire dans leur dos. Et au final, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec des petites technologies de reconnaissance d'image et de réalité augmentée, en scannant une photo comme on scanne un QR code. Donc une fois que, par exemple, que j'ai pris cette photo, exactement, on va scanner la photo avec le portable. Et là, ça permettra de faire revivre cette petite vidéo exactement. de 5 secondes. La vidéo va se rejouer directement sur la photo comme si elle sur était la vivante. Photo. Ouais. Comme une photo Harry Potter en fait. Ça va la projeter? Oui, ça la projette sur la photo et ça va suivre la photo. Mais donc ça veut dire qu'il faut un projecteur dans l'appareil? Non. Non, en fait, c'est sur notre écran. En fait, on a la caméra. D'accord. Et en scannant avec la caméra la photo, on va pouvoir rejouer par-dessus. Donc sur un calque, on va dire, la vidéo par-dessus. Et voilà, l'effet que ça rend, vous pouvez le voir sur la vidéo sur notre site, printcases.com. Ouais, donc ça rend vivant finalement ces photos, ça leur donne une espèce d'âme supplémentaire. Exactement. Et du coup, donc, pour en revenir sur le marché, nous on essaie vraiment de se concentrer sur un premier marché en particulier, parce que nous, ce qu'on se dit, c'est que, enfin notre rêve à nous, c'est de se dire que voilà, on va voir plein de photos print qui vont circuler, et les gens vont sortir leur portable et se dire « Oh là, on a une photo print, je vais la scanner et je vais voir ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être une petite vidéo marrante ou un petit message caché derrière. » Et ça, c'est votre business model en plus, derrière. Alors nous, notre produit, c'est plus la photo que vraiment la case. La case, c'est quelque chose qui va nous permettre d'imprimer, c'est plus un outil. Mais nous, c'est vraiment la photo qu'on veut mettre en valeur et comment on interagit avec la photo. D'accord. Bon, c'est intéressant, hein. On voit qu'il n'y a pas de limite finalement à la créativité et puis à revisiter des usages qui ont bien fonctionné. Tout au long de la démonstration, en fait, je me posais des questions sur les usages. Il y a un côté vintage, donc, et c'est vraiment un phénomène de mode, le vintage. Donc je me suis dit, ok, très bien. Mais pour l'avenir, en fait, l'avenir, c'est effectivement la feature que vous avez évoquée. Je pense que c'est là-dessus qu'on comprend mieux votre modèle. Il y a un côté retour vers le futur, en fait. Vous nous avez apporté un petit film, hein, justement, pour qu'on voit bien toute la chaîne. On va regarder ce film ensemble, puis je vous laisse nous le commenter, David. Voilà, c'est notre vidéo Kickstarter, en fait, tout simplement. C'est comme ça qu'on lève 1,5 million de dollars, regardez bien. C'est une vidéo qu'on a fait dans le Marais. Donc, on a filmé tout ça en une journée. C'était vraiment sympa. Et donc, l'idée, tiens, j'ai pris une photo. C'était avec qui? Je ne sais plus. C'est ça. Ouais, le coût de la vidéo, ça peut être un peu, ça peut être un peu tricky. D'accord, c'est une belle vidéo en effet qui représente tout ça et qui remontre comment, grâce à Kickstarter, des bonnes idées et le talent de nos jeunes compatriotes, on arrive à faire des très belles choses avec une perspective mondiale. En tout cas, c'est la réussite qu'on vous souhaite. Merci David, merci Vincent de nous avoir rendu visite, de nous avoir expliqué de ça. Vous vouliez dire quelque chose en conclusion? Non, non. Ah bon, j'avais l'impression. Prendre une photo, non, celui-là ne marche pas encore. À bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Connect.